Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire achat d'Argan Co, d'une longue série faite régulièrement. Aujourd'hui, nous allons parler des CAPEX et des achats autour de ces investissements qui sont souvent clés pour les organisations dans les entreprises. Et cet acheteur qui est un véritable orchestre, homme orchestre pour gérer et piloter ses affaires et qui, vous allez le voir, vaut de l'or. Alors aujourd'hui, nous allons partager un certain nombre de retours d'expérience en compagnie de deux invités de marque que sont Frédéric Ferré d'Air Liquide et Benoît Avril de JC2Co. Donc moi-même, Jean-Pierre Pellet et Alexandre Garnier allons animer cette session. Tout au long de la session, vous pourrez poser les questions à travers l'utilisation du chat et on a réservé un créneau de temps à la fin qui vous permettra d'échanger, de on pourra répondre donc à toutes vos questions. Donc, je vous propose de rentrer dans le sujet, dans le vif du sujet, sans tarder, avec cette première question qui est finalement pourquoi traiter les achats de CAPEX et dire quelques mots sur Argon pour introduire notre cabinet pour ceux qui ne connaissent pas encore. Donc, Argon Co, on est un cabinet de management spécialisé dans la transformation des opérations et la performance des opérations pour nos clients. C'est des secteurs variés, industriels ou distribution. On aborde des sujets qui sont tout au long de la chaîne de valeur des opérations, depuis l'ingénierie, la R&D, les nouveaux produits, la relation avec les fournisseurs, ainsi que les opérations industrielles jusqu'à la maintenance et les fonctions de support qui permettent de suivre et piloter l'ensemble de ces opérations. On traite aussi bien des sujets de stratégie en amont des programmes pour traiter des sujets de compétitivité et de performance opérationnelle, mais aussi, et on accompagne nos clients dans ces programmes de transformation à travers des équipes qui accompagnent le changement et la formation des équipes dans toutes ces complexités. Et pour cela, on a un réseau mondial qui nous permet d'accompagner nos clients sur l'ensemble des sites sur la planète. C'est plus de 600 consultants dans le monde avec les mêmes savoir-faire, les mêmes compétences, les mêmes méthodologies, ce qui permet d'avoir un impact global pour accompagner ces transformations. Alors, ce que je vous propose, c'est sans plus tarder de rentrer dans notre projet, notre question autour des achats de CAPEX et finalement pourquoi avons-nous choisi ce sujet-là qui nous semble aujourd'hui un sujet clé pour les entreprises quand on discute avec elles. Alors, ça part déjà d'un premier élément qui est de comprendre déjà de quoi on parle. Quand on parle d'investissement de CAPEX, c'est des domaines assez larges qui couvrent une très très grande variété, une multitude de thématiques. On parle aussi bien d'usines dans toutes ces dimensions, que ce soit des sites industriels pour faire la production de produits, mais ça peut être des sites logistiques, de distribution, de commerce, énergétiques, qui peuvent être faits en morceaux ou sur des projets clés en main. Il y a bien sûr tous les équipements et les infrastructures qui sont nécessaires pour l'ensemble de ces sites et de ces organisations. Donc, on parle de machines, on parle de moyens de production, on parle d'installations qui peuvent être à la fois des gros systèmes complexes, mais aussi tout ce qui peut servir à piloter l'ensemble de cette chaîne. Et puis, on y met aussi tout ce qui est autour des flottes, que ce soit des véhicules ou des engins divers et variés. Donc, ça va j'allais dire de la trottinette à l'engin de chantier, mais ça peut être assez variable. Et sans oublier, bien évidemment, tout ce qui se rattache plus ou moins directement, à savoir les services, que ce soit pour les installations de commissioning, mais aussi l'entretien, la maintenance et tous les services liés à l'opération, à la maintien en condition opérationnelle des différents systèmes. C'est aussi, bien sûr, le pilotage des pièces de rechange et de tout ce qui est autour de l'acquisition et du maintien en service sur des périodes souvent longues de ces différents systèmes. Alors, bien évidemment, ces deux derniers points, les services et les pièces de rechange, c'est souvent vu aussi comme des dépenses de CAPEX, mais évidemment, d'OPEX, mais ça se situe aussi, la question se pose déjà dès des projets de CAPEX parce que, et on va le voir, c'est des notions qui sont souvent structurantes et impactantes
dans le cycle de vie du produit. Donc voilà les thématiques sur lesquelles on va parler aujourd'hui, qui peuvent donc, on comprend, se mettre en œuvre de différentes manières dans toute cette complexité. Alors, quand on regarde effectivement ces natures d'achat, on y voit, nous, un certain nombre de paradoxes. Le fait déjà que c'est souvent un engagement financier conséquent et sur des durées qui peuvent être très longues. C'est très impactant d'un point de vue business, d'un point de vue risque, si on n'arrive pas à rendre les arbitrages au bon moment et au bon niveau et à les anticiper. Et c'est souvent un constat que l'on fait des fonctions achats qui restent pas toujours aussi bien appliquées qu'il serait nécessaire pour amener cette compétence et ce savoir-faire. Et c'est tout le défi des achats, du métier achat en tout cas, de s'impliquer là-dedans, et on le verra à travers les règles. Si on revient sur le premier élément, pour financier, c'est effectivement à la fois des questions de volume d'achat, mais aussi de durée, et de prendre en compte pas simplement le prix d'acquisition tel quel, mais l'ensemble des coûts qui sont impactés sur le cycle de vie du produit, que ce soit en fonctionnement au retrait et à la sortie du matériel dans son traitement, son recyclage, etc. Ce qui peut avoir d'ailleurs un impact fort sur la dimension RSE du sujet. On y reviendra également sur ces aspects-là. Enfin, le deuxième aspect, c'est les risques business. Comme on l'a dit, c'est un vrai enjeu de pouvoir maîtriser durablement tous les risques et de les comprendre pour pouvoir agir dessus le plus tôt possible, parce que il y a bon nombre d'exemples industriels où dans les secteurs tels que l'énergie ou l'aéro récemment, là, ces dernières années, qui ont détruit la chronique parce que justement les organisations n'étaient pas forcément alignées sur les enjeux, sur la priorisation, sur les capacités, le lien entre les besoins et les capacités industrielles, le fait qu'on ait peut-être sous-dimensionné ou mal dimensionné des éléments et qui font que, au bout, on a un manque à gagner ou des surcoûts majeurs qui font que ça tue l'intérêt de l'investissement. En tout cas, ça abîme sévèrement sa rentabilité. Et puis le dernier point, c'est qui est aussi très important, c'est le fait que le métier achat reste souvent, comme je disais, relativement peu impliqué dans ces projets-là. Alors, c'est pas vrai dans tous les secteurs, dans toutes les entreprises, évidemment, mais souvent, ce qu'on constate, c'est ce manque de vision globale, cette prise de recul, notamment quand on est dans des organisations complexes, qu'elles soient multinationales et multiculturelles, multibusiness. Le fait que l'implication en amont dans les besoins et la structuration des besoins n'est pas toujours optimale. Elle arrive un peu tard et finalement, on ne se donne pas forcément les moyens de bien challenger les besoins et aussi les prescripteurs avec les fournisseurs. On se retrouve dans des situations qui peuvent être parfois un peu plus délicates que si on avait bien anticipé. Donc, fort de ce constat, on a identifié un certain nombre d'enjeux que l'acheteur doit traiter, et on a trouvé qu'il y avait à peu près 4 facettes qu'on trouve intéressantes à développer et qui seront reprises dans les différents retours d'expérience qu'on va vouloir partager avec vous aujourd'hui. Le premier volet, c'est ce qu'on a appelé l'acheteur éclaireur. C'est celui qui a cette capacité à prendre du recul sur son domaine, sur ses affaires, à la fois pour engager les fournisseurs, être capable d'identifier les tendances, les roadmaps techno, typiquement, qui peuvent être des éléments impactants dans la contribution, dans les phases très amont des projets, avec cet enjeu donc de pouvoir amener au bon moment des éléments intéressants pour les projets, au-delà de ce que les prescripteurs techniques eux-mêmes peuvent aussi apporter. Il y a bien évidemment ce rôle aussi d'acheteur de bout en bout, celui qui comprend une vision globale, technique, mais aussi économique et RSE pour pouvoir rendre les bons arbitrages au bon moment et faire des choses qui sont nécessaires pour anticiper notamment la vie opérationnelle du projet et des systèmes, être capable de modéliser ça et d'en mesurer l'impact pour pouvoir amener les décisions au bon niveau. C'est pas un rôle facile, celui-là, parce qu'il nécessite d'avoir cette capacité à modéliser, à comprendre les drivers, les inducteurs sur toutes ces dimensions, et notamment les critères RSE. On sent bien que les achats aujourd'hui sont
de plus en plus impactés vont être en première ligne sur les sujets du scope 3. Et ça peut être vraiment un sujet de développement fort pour le métier achat dans cette dimension-là notamment. Enfin, le troisième volet, c'est ce qu'on a appelé l'acheteur sparring partner. C'est celui qui est au carrefour, en fait, entre sa connaissance et celui de ses clients, de ses partenaires internes, capable de challenger les besoins, d'amener la valeur à travers des approches un peu innovantes, type design to value, d'être capable de challenger les prescripteurs sur leur propre terrain, en ayant un mindset très orienté sur le business et une vision client qui alimente cette réflexion-là et qui prend de la distance, en fait, par rapport à ces éléments-là. Et puis, le dernier et pas des moindres, c'est quand même cette vision stratégique, donc l'acheteur stratège, si on peut le nommer ainsi, qui est, lui, au contraire, dans une vision très amont, moyen terme, long terme, sur, par exemple, des sujets de stratégie industrielle, de make or buy, mais aussi d'implication, de lien avec la stratégie d'entreprise, et notamment sur les dimensions RSE qu'on a évoquées à l'instant. Ce qui pose des questions de comment je monte des partenariats adéquats avec l'écosystème sur le marché, et que je suis capable, du coup, par l'analyse fine et la compréhension des besoins futurs et à venir, d'être capable de me projeter pour penser ces choses-là et amener ça dans les réflexions au bon niveau dans les entreprises. Voilà. Donc, beaucoup de défis, beaucoup d'enjeux liés à ça. Et ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on rentre un peu dans les illustrations et les détails de ce qui a pu être fait dans l'industrie à travers deux exemples que sont donc L'Air Liquide dans un premier temps avec Frédéric Ferré, et ensuite JC Decaux avec Benoît Avril. Allons-y pour l'Air Liquide. Je passe la main donc à Frédéric. Merci. C'est à vous. Merci. Bonjour à tous. Donc déjà, on va commencer par quelques informations génériques, on va dire, sur Air Liquide. Donc Air Liquide, c'est une société qui a été créée en 1902. On est présent dans plus de 70 pays, à peu près 30 milliards de ventes, 67 000 collaborateurs et environ 3-4 millions, on va dire, de patients et de clients. L'équipe achat, c'est à peu près 1000 personnes réparties sur toute la planète, 80 000 fournisseurs, et on achète à peu près 9 milliards par an hors énergie. Alors, comme vous pouvez le voir, en fait, Air Liquide est présent sur toute la planète. Ça veut dire qu'on achète partout sur la planète avec des organisations relativement complexes. Et quand on regarde juste après la répartition de nos activités, pour ceux qui ne connaissent pas le groupe Air Liquide, en fait, c'est très vaste. On va déjà avoir des activités dans l'électronique, donc un business très particulier. Ce qu'on appelle aussi la large industrie. La large industrie, en fait, c'est comment alimenter à partir de nos usines de production des industries comme les cimenteries, par exemple, à travers des pipes, à travers des réseaux de gaz. Donc, on va alimenter ces industries en gaz. Une activité santé, donc avec healthcare, où là, vraiment, on est très proche du client, du patient. Et une industrie plutôt ce qu'on appelle industrial merchant. Là, on va distribuer le gaz sous forme de bouteilles, sous forme de cylindres, sous forme de camions, ce qu'on appelle les trailers, que vous pouvez voir en fait sur les routes. Donc, une activité vraiment très différente. On a aussi une activité dit engineering et construction. C'est-à-dire que c'est une activité qui va nous permettre de construire nos propres unités de production de gaz pour pouvoir répondre à nos clients. Donc, on est vraiment présent sur toute la planète. L'objectif, c'est d'être présent très proche de nos clients, de l'utilisateur final. Donc, ça rend pour les achats la mission relativement complexe. Et c'est la raison pour laquelle, juste après, non, un petit peu trop, merci. C'est la raison pour laquelle, en 2020, la direction des achats a décidé en fait de repenser en fait le modèle, notamment concernant les catégories dites stratégiques. Parce que comme on a pu le voir jusqu'à présent, on est partout sur le monde, donc on peut intervenir sur ces catégories de manière un peu dispersée. Donc l'objectif en 2020, c'était de se reconcentrer sur la manière d'acheter. Donc on a au niveau du groupe Air Liquide, on va travailler énormément tout ce qui va être gouvernance, méthode, outils, déploiement des compétences aussi pour former les personnes, avoir une nouvelle approche dans la gestion de la catégorie. Et on va se concentrer en fait sur les catégories clés pour le groupe, sachant que ces catégories clés sont déterminées pas simplement sur le CAPEX, mais aussi sur l'OPEX. Quand on investit en fait dans nos unités,
On investit une fois, mais on opère pendant des dizaines d'années, 40 et plus années éventuellement. Donc, ça veut dire que le coût de l'équipement est une chose, mais l'exploitation de l'équipement en est une autre. De plus en plus, on investit aussi en fonction, et le choix de nos fournisseurs va se faire d'un point de vue RSE. C'est-à-dire que les projets que l'on va suivre, ce sont des projets qui vont être bénéfiques pour l'environnement, et le choix de nos fournisseurs devra prendre en compte leurs ambitions au niveau environnemental. Et ça, c'est un axe très, très fort déployé par Air Liquide. On veut des projets qui soient green et aussi des fournisseurs de plus en plus orientés vers la réduction de CO2 dans la fabrication de leur équipement, mais aussi dans l'efficacité de leur équipement. Donc tout ça, on l'a mis en place et on commence à le déployer à travers la planète, à travers une méthodologie de la gestion de nos catégories. La catégorie, en fait, est gérée à la fois par les achats, mais pas simplement. Il est fondamental que cette stratégie soit définie conjointement par les différents stakeholders, c'est-à-dire les opérations qui utilisent les équipements, qui sont au jour le jour confrontés à l'utilisation de ces équipements. Donc, c'est une stratégie qui va déjà se définir ensemble. Donc, on va faire des kick-off meetings, on va faire une analyse de ces stratégies, on va définir le besoin de chacun, parce que les besoins dans l'électronique sont différents de l'IM, de large industrie. Donc, tous ensemble, on va définir les besoins. Pour ce faire, on va avoir différentes gates. Donc, gate 1, gate 2, gate 3, gate 4. On va présenter cette stratégie au management qui va valider cette stratégie d'une manière globale. Ensuite, on va déployer cette stratégie à travers la planète, à travers les réseaux Air Liquide. Et ensuite, on va piloter la performance de ces stratégies de telle façon à voir si elle est efficace et pour éventuellement la corriger les années suivantes. Donc, première étape, en fait, c'est de définir les méthodologies, monter en compétences et avoir une approche structurée de la gestion de nos catégories qui ont été identifiées comme catégories critiques. Un des premiers axes ensuite de développement, si on peut changer juste après le slide, ça va être justement d'avoir une bonne visibilité de qu'est-ce qu'on va avoir à acheter. Donc, la mise en place d'un forecast consolidé est essentielle. L'idée, c'est vraiment d'avoir une bonne visibilité de ce qu'on va acheter partout sur la planète, dans les différentes entités. Donc, cette vision sera globale. Donc, toutes les entités d'Air Liquide vont contribuer donc à cette vision. On ne va pas simplement considérer que les gros équipements, comme on peut parler de compresseurs, de pompes, de choses assez conséquentes, mais aussi de tout le service et les pièces détachées associées, de telle façon à nous assurer qu'on aura aussi la disponibilité de ces parts. En termes de fiabilité, cela va augmenter la fiabilité de nos unités, mais aussi réduire nos coûts d'investissement quand on l'achètera de manière conjointe. Bien sûr, ces solutions, ce sont des solutions qui sont globales, mais aussi locales. Ce sont les hubs, ce sont les géographies qui restent responsables du processus de sélection, même si on intervient pour s'assurer de la mise en place de la stratégie. Tout ça, bien sûr, doit être relativement confidentiel. Donc, les informations sont partagées, mais uniquement à un certain nombre de personnes, de telle façon à bien maîtriser la supply chain. Ce qui est vraiment fondamental pour nous, c'est d'avoir cette vision justement complète de ce qu'on va avoir acheté. Parce que comme on le voyait précédemment, les besoins sont vraiment très, très différents en fonction des industries. Les cycles d'achat sont aussi complètement différents en fonction des industries. Donc, cette vision globale va nous permettre de renforcer nos partenariats avec nos fournisseurs, mais aussi de sécuriser la supply chain à travers la sécurisation de nos approvisionnements. La deuxième étape que l'on va mettre en place après la maîtrise de notre forecast, Jean-Pierre, un peu trop rapide, c'est ce qu'on appelle la sélection de nos vendeurs. Ce qui est très important, c'est effectivement de définir une approche, une méthodologie, d'avoir une visibilité sur ce que l'on va acheter, mais ensuite de s'assurer que cette visibilité va se traduire et va pouvoir être pilotée. Donc pour ça, en fait, on a deux cycles, on va dire. Le premier cycle qui est plutôt un cycle offline, c'est-à-dire en dehors des projets. Et là, ça va permettre, on va travailler sur notre panel de fournisseurs. Ce panel fournisseur va être géré par des global category managers conjointement avec les métiers, c'est-à-dire les opérations sur le terrain. Donc, ensemble, on va étudier le besoin, le panel fournisseur. On va prendre en compte la performance de ces fournisseurs dans le passé de telle façon à s'assurer qu'on va travailler avec les meilleurs fournisseurs ou si on a des fournisseurs relativement défaillants, comment faire pour les monter en compétences. Donc ça, c'est la partie plutôt offline, off-cycle, qui va être animée par le Global Category Manager. Ensuite, on va arriver projet par projet. Donc, projet par projet, on va regarder quel est le panel de référence, sélectionner les fournisseurs adaptés au projet, parce qu'il peut y avoir des contraintes de financement, des contraintes de localisation. Donc, on va extraire en fait le panel pour ce projet.
Ensuite, on va lancer des RFQ, bien sûr, un cycle classique. Mais ce qui est très important, c'est qu'on ne fait pas simplement une analyse de prix et de délai, mais vraiment, on va évaluer les risques du choix du fournisseur. C'est-à-dire qu'un fournisseur, on va regarder les pros et les cons de ce fournisseur, voir là où il n'est pas forcément très, très fort, pour s'assurer que dans l'exécution de la commande, on va sécuriser cette exécution. On va vraiment regarder les prix d'un point de vue TCO, donc CAPEX, OPEX, de telle façon à s'assurer que plus tard, on ne va pas être contraint par rapport aux coûts qu'on pourrait subir. Et très important, de plus en plus, et on développe la partie évaluation des impacts en CO2, c'est-à-dire que chacun de nos fournisseurs va être évalué dans sa maturité à répondre positivement à l'impact CO2. Et cette évaluation va rentrer en compte en fait dans le scoring global de telle façon à sélectionner le meilleur fournisseur. Pas simplement en risque, coût, mais aussi en impact CO2. Ensuite, on va arriver sur une proposition, une recommandation. Donc, le hub ou la géographie qui aura fait le choix du fournisseur va se rapprocher du category manager pour lui dire bah, voilà le fournisseur qu'on pense. Et à ce moment-là, le global category manager va intervenir pour dire OK ou pas OK en fonction de la situation. Il peut y avoir par exemple des difficultés avec un fournisseur sur un autre endroit de la planète ou éventuellement on pourra recorriger la stratégie et à ce moment-là, la recommandation pourra être modifiée à ce moment-là, au moment de la décision. Et après le retour du Global Category Manager, on pourra, en fin de compte, sélectionner le fournisseur qui aura été retenu. Donc, c'est vraiment la démarche que lance depuis 3-4 ans maintenant la société Air Liquide. Donc, restructurer l'approche, la méthodologie, définir conjointement avec les opérations la bonne stratégie pour sélectionner les bons fournisseurs. Ensuite, vraiment mettre en place cette vision globale, donc ces outils de forecast, cette vision de forecast que l'on a avec nos partenaires. Et ensuite, être très rigoureux sur la sélection de nos fournisseurs pour que l'on sache exactement pourquoi et comment on choisit un fournisseur. Donc voilà en résumé la vision d'Air Liquide au niveau des achats, comment mieux gérer nos catégories et comment mieux répondre aux besoins de CAPEX. Parfait. Ben, merci beaucoup, Frédéric. N'hésitez pas, pour ceux qui sont à distance, de poser vos questions dans le chat au fil de l'eau. Nous les reprendrons en fin de séance. Et je vous propose donc de passer au deuxième retour d'expérience avec Benoît Avril qui va nous parler de ce qui est mené et mis en place chez JC Deco. À vous, Benoît. Bonjour à toutes et tous. Peut-être en préambule, vous dire quelques mots sur la société JC Deco. En 1964, Jean-Claude Decaux a créé la société JC Deco avec un modèle économique inédit, c'est-à-dire fournir aux villes des mobiliers de haute qualité et les entretenir gratuitement en échange de l'exploitation publicitaire. Aujourd'hui, JC Deco, c'est un peu plus de 10 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires supérieur à 3 milliards d'euros, une présence dans plus de 80 pays, avec sur 3 business units, à savoir le mobilier urbain, donc avec les villes, les agglomérations, les transports, c'est-à-dire les aéroports, les gares, les métros, partout dans le monde, et également l'affichage grand format. Ce qu'on peut dire également, c'est que à date, JC Deco est présent dans plus de 3500 villes de 10 000 habitants. Donc, nous sommes un média urbain. On a une audience quotidienne d'environ 850 millions de personnes avec presque 1 million de faces publicitaires dans le monde. Je peux dire également qu'aujourd'hui, sur le marché mondial de la publicité extérieure, donc marché sur lequel nous sommes positionnés chez JC Deco. Donc ce marché global qui est supérieur à 500 milliards d'euros, il est dominé évidemment par Internet et la télévision, et que le marché de la publicité extérieure représente environ 7% de ce marché mondial. Donc, et sur le créneau de la publicité extérieure, JC Deco est le leader mondial. Vous dire aussi que le développement durable est nativement au cœur de la stratégie depuis sa création. Pourquoi ? Parce que globalement, les mobiliers qu'on installe ont plusieurs vies, qu'on les rénove et qu'on les réinstalle ensuite sur différentes localités. Dans les fondamentaux de l'entreprise qui sont toujours valables à date, c'est l'innovation avec amener toujours des nouveaux services
à nos clients, que sont les villes et les aéroports et les gares, et je l'ai dit juste avant. La qualité avec un entretien irréprochable de nos mobiliers. Également une approche design, puisqu'on travaille avec les grands noms du design industriel mondial pour que nos mobiliers se fondent le plus possible dans leur environnement, où qu'il soit. Et puis, le développement durable, j'en ai parlé, avec toujours et encore plus désormais cette approche développement durable. Je vais y revenir. Donc, le groupe a mis en place une stratégie ESG 2030. Je ne vais pas tous les commenter. Évidemment, les achats amènent leur pierre à l'édifice et sont impliqués dans cette stratégie. Nous sommes un des 6 piliers de la stratégie ESG 2030, notamment dans notre contribution à la neutralité carbone, puisque aujourd'hui, on a pour ambition d'ores et déjà que 100% de nos consommations électriques soient couvertes par de l'électricité verte. À date, depuis 2019, on a réduit de 70% la consommation énergétique avec des technologies moins énergivores et notamment la mise en place d'un éclairage intelligent sur nos mobiliers. Dire également que d'ici 2035, on a pour objectif 0 enfouissement. À date, je peux vous dire que 85% des déchets sont valorisés avec les achats qui interviennent, bien sûr. Que sur la partie de responsabilité de notre écosystème, nous avons mis en place avec nos fournisseurs un code de conduite fournisseur et que 100% des fournisseurs clés doivent être signataires de ce code de conduite fournisseur pour pouvoir travailler en collaboration avec JC2Co, quelle que soit la zone. Donc les impacts, il y a forcément des impacts et des enjeux associés à ces stratégies sur la communauté achat et sur les achats de CAPEX. C'est notamment, je peux citer ici, le sourcing avec des matériaux bas carbone. C'est favoriser le sourcing en circuit court, j'y reviendrai, mais c'est aussi maîtriser nos émissions carbone et sur le scope 3, les émissions de nos fournisseurs. Voilà ce que je pouvais dire sur cette planche. Au niveau des achats, sur le slide suivant, donc l'organisation des achats, aujourd'hui, vous donner quelques chiffres à l'oral, c'est que les achats chez JC2Co, c'est environ 700 millions d'euros et que la communauté achat, c'est environ 50 personnes en centrale et 200 personnes réparties sur différentes filiales. Au niveau des achats de production, on a une organisation matricielle mise en place avec des achats projets, des achats familles. Donc, les achats familles sont là pour développer, qualifier et évaluer en permanence et auditer un panel fournisseurs qu'ils font vivre en faisant rentrer, en faisant parfois sortir certains fournisseurs. Donc, avec une stratégie achat par catégorie. Donc, les achats projets, eux, sont impliqués dans les projets et avec pour but donc le respect, Frédéric en parlait juste avant, le respect du TCO, c'est-à-dire non seulement des business plans en termes de financiers, mais aussi des délais, de la qualité et avec désormais un nouveau paramètre qui est présent dans chaque projet, c'est que nos mobiliers, et donc les mobiliers associés à chaque projet, génèrent des émissions carbone les plus faibles possibles. Une organisation achat semi-centralisée, c'est-à-dire qu'on est présent, j'ai envie de dire, sur 3 zones au niveau des achats centraux, à la fois l'Europe, l'Asie et le LATAM. Mais également des correspondants achats dans chacune des filiales du groupe, avec, en fonction de la maturité et l'importance des filiales, parfois des acheteurs métiers et puis parfois des correspondants achats qui ont d'autres fonctions et qui ne sont pas à temps plein dans les achats. Donc, pour ces correspondants achats,
on a créé une communauté achat qui est animée par les achats centraux. L'objectif, c'est de les faire gagner en maturité en diffusant des bonnes pratiques et notamment sur le développement durable. Donc, cette organisation, elle a pour but de favoriser le sourcing local, donc avec le scope 3 pour maîtriser et diminuer l'impact de l'empreinte carbone, de diffuser les bonnes pratiques, j'en ai parlé, de faire monter en maturité et également, donc on a un reporting financier et extra-financier qui est consolidé au niveau du groupe pour les achats. Donc, dans les enjeux, il y a évidemment, on garde le QCD, de coût qualité délai, et on intègre de plus en plus la partie développement durable, notamment carbone, dans les critères de décision, de sourcing, de choix des fournisseurs. Par exemple, je vais prendre un exemple, c'est qu'il y a quelques années, on a gagné un projet avec la ville de Bogota. On a fait des appels d'offres, des consultations mondiales sur différentes zones et à la fin, on a favorisé le choix de fournisseurs locaux, c'est-à-dire sud-américains et colombiens qu'on a développés, qu'on a qualifiés, qu'on a fait monter en compétences pour pouvoir nous fabriquer tout ou partie des mobiliers qui sont actuellement en cours d'installation sur la ville de Bogota. Aujourd'hui, vous le savez toutes et tous, la publicité extérieure est sur le devant de la scène pour tout ce qui concerne les consommations énergétiques et notamment d'électricité. Donc en ce moment, les acheteurs participent avec le bureau d'études à installer, à sourcer des systèmes permettant de couper les mobiliers à distance ou de diminuer l'éclairage avec des systèmes d'éclairage intelligent. Donc, une nouvelle catégorie qu'il a fallu développer rapidement. Également, pour diminuer la partie énergétique, l'anticipation des achats d'électricité, et pas que en France, sur l'ensemble des zones où nous sommes présents, et favoriser les sources d'énergie verte avec, les achats sont très, très impliqués dedans, la signature de PPA, donc Power Purchase Agreement, sur différentes zones. Il y a également dans les enjeux, on le vit toutes et tous en plein en ce moment, c'est gérer toujours mieux les pénuries et l'inflation. Pour ça, donc on a mis en place des systèmes d'anticipation et de substitution de sous-ensembles, de composants. Tout ça sur base de prévision business, c'est-à-dire que de façon semestrielle, on a les filiales qui remontent les différents projets qu'elles vont réaliser, ce qui permet d'anticiper les achats ou de substituer quand on a des ruptures. Et force est de constater qu'on en a parfois en ce moment. Également, et je veux finir là-dessus, les achats aujourd'hui, c'était avant beaucoup une évaluation financière des fournisseurs. Aujourd'hui, on met en place des outils pour donner aux acheteurs un nouvel outil dans leur mallette qui consiste à avoir une vision 360 des risques fournisseurs, à savoir les risques ESG, les risques compliance, la partie carbone également. Donc, tout ce qui est j'en ai parlé avec la compliance, mais associé à la loi Sapin 2 et au devoir de vigilance, c'est-à-dire donner aux acheteurs une vision 360 sur les fournisseurs qu'ils consultent, qu'ils préconisent de retenir, de façon à ce que les meilleurs choix soient faits au moment des décisions de choix fournisseurs. Parfait, merci Benoît. Il y avait une petite question là dans le chat là, pour préciser le point sur ce que veut signifier anticiper les achats d'électricité. Est-ce que c'est du hedging ou est-ce que c'est d'autres choses? Est-ce qu'il y a des particularités par rapport à ça? Alors, je ne sais pas exactement ce qui est entendu ici par Christophe sur la partie hedging. Moi, ce que je peux dire, c'est que on est
en fait, JC Deco est un gros consommateur d'électricité. Néanmoins, chaque point de livraison consomme très très peu, c'est-à-dire qu'on n'est pas un électro-intensif et du coup, on a la possibilité sur le marché spot d'anticiper les achats d'électricité à 2, 3 ou 4 ans. Et aujourd'hui, en signant des PPA, on s'engage également sur un capacitaire sur 5, 10, 15 ans. C'est en ça que consistent les achats anticipés d'électricité. Parfait. Merci beaucoup, Benoît, pour votre intervention et cette réponse. Eh bien, écoutez, je vous propose d'enchaîner sur la troisième partie, sur le retour d'expérience Argon. Et je laisse ça aux mains d'Alexandre avec des questions pour vous. Vous allez pouvoir vous connecter sur Menti. Oui, bonjour à tous. Du coup, on va juste faire un petit sondage là, de ces deux témoignages. L'idée, c'est de voir par rapport aux participants d'aujourd'hui quels sont les outils parmi ceux qui ont été présentés qui sont en place chez vous et puis les challenges qui ont été rencontrés dans leur mise en place. Donc, on utilise un site qui s'appelle Mentimeter. Vous avez deux moyens d'y accéder. Soit vous allez directement sur le site avec l'adresse qui est indiquée et il faut taper le code indiqué, soit vous pouvez scanner le QR code qui est présent sur la slide. Quand vous scannez, du coup, vous arrivez à une première question. Donc, il y aura juste deux questions, hein, c'est un sondage rapide. Et la première question, on a repris les outils, les approches qui viennent d'être présentées. Donc, cadrage des stratégies achats, le processus consolidé de prévision, une évaluation 360 degrés des offres fournisseurs, l'organisation matricielle, l'arbitrage achat en TCO et la réduction de l'empreinte carbone des achats. Et l'idée, du coup, c'est pour vous d'évaluer sur une échelle de 0 à 10, grosso modo, la maturité que vous avez dans vos organisations sur ces sujets-là. Dites-nous dans les questions, si vous avez des soucis, vous nous dites via les questions. Et du coup, je pars du principe, alors vous nous direz s'il y a des problèmes d'accès, mais je pars du principe que vous avez tous l'accès et je vais basculer sur la présentation, comme ça vous verrez au fur et à mesure les résultats. Voilà. Donc on a les premières réponses. Donc, vous voyez en gros, ça fait la moyenne de toutes les réponses et ça permet de situer donc entre 10 ceux qui ont parmi ces outils, enfin qui vont installer, implémenter ces outils-là jusqu'au bout et qui estiment avoir une très bonne maturité et ceux qui ont encore du travail sur ces axes-là. Donc on voit que c'est plutôt maturité médium par rapport à ces outils. Attends, encore 30 secondes. Autre réponse, mais grosso modo, ça fait une maturité médium, donc je pense qu'on peut passer au prochain. On voit des questions là, qui arrivent au fur et à mesure. On les traitera à la fin, mais on voit qu'effectivement, les différentes choses qui ont été présentées jusque-là soulèvent des interrogations. Ce que je vous propose, c'est du coup de passer à la deuxième question, et la deuxième question, c'est celle des challenges, du coup. On a fait de manière arbitraire, on a sélectionné 6 qui sont pour nous ceux qu'on observe le plus chez les différents clients sur lesquels on intervient, qui sont donc le bon positionnement des achats dans les projets CAPEX, l'alignement des populations techniques sur les requis achats, le recrutement des profils, on est plutôt sur une question RH, la définition d'une roadmap RSE. On a 2 roadmaps, en fait, les roadmaps RSE et roadmap digital, on y reviendra après, mais qui peuvent poser des soucis d'intégration des achats dans la roadmap et l'intégration de la phase MRO dans l'approche. Pareil, on vous laisse répondre en même temps.
On a mis 3, hein, on peut choisir 3 maximum. Donc, bon positionnement des achats, ça reboucle avec certaines questions qu'on a en parallèle. Donc, les 2 premiers points, on y reviendra dans la phase de questions-réponses à la fin du webinaire. Et on va prendre RSE digital. OK. Ça me donne un peu priorité. OK. Ouais. Merci. Donc, du coup, je reviens. Je reviens ici. Bon. OK. Donc, merci pour ces réponses. Nous, comme je vous ai dit, on va faire 2 focus particuliers qui sont pour nous 2 focus importants, notamment si on revient à notre acheteur homme orchestre. C'est la présentation, c'est les éléments qu'a partagé Jean-Pierre en début de présentation, et de se dire que si on veut outiller, si on veut permettre à l'acheteur de prendre sa place, notamment au plus tôt dans les projets, on parlait de contribution dans les phases amont des projets, on parlait de participation à la stratégie industrielle, il faut outiller cet acheteur et premièrement, l'axe digital est important sous 3 axes. Donc, on a identifié ça et on voit les outils un peu qui vont derrière. Mais le premier axe, c'est la partie captation du besoin. Donc, on revient à la partie forecast qu'a présenté Frédéric. C'est comment on arrive à voir par anticipation l'ensemble des besoins qui vont se présenter pour les achats sur les années à venir. Souvent, là, en termes d'outils, ce qu'on observe, c'est que ce n'est pas forcément des outils purement achats. Et qu'on va collecter la donnée ailleurs au moyen d'une BI qu'on peut connecter sur d'autres systèmes de l'entreprise, mais on n'a pas forcément d'outils purement achat en face. Le deuxième axe de travail, c'est la partie réflexion, alors optimisation du sourcing dans le sens réflexion sur des scénarios. On sait que sur des projets complexes, il y a on a souvent plusieurs leviers qu'on peut activer ou pas, et en fonction des leviers qu'on active, ça nous donne une cible, un résultat, un impact différent. Et là, on est sur des solutions, alors soit des solutions de sourcing classiques, soit on a, alors, en termes d'outils, si on veut parler d'outils, c'est des Evalua, des Jaeger, des Ariba, ou sinon on peut être sur des moyens un peu plus avancés, toujours dans cette idée d'arriver à modéliser les scénarios. Et là, vous avez des acteurs comme Archlet ou Kelvar en face de ça. Donc ça, c'est le deuxième axe. Et le dernier axe de cette partie digitale, c'est d'arriver à gérer la donnée et notamment la donnée qui n'est pas forcément externe, qui n'est pas forcément interne, si on veut arriver à travailler sur la partie risque, sur la partie indexation des matières premières, indexation de la main-d'œuvre, il faut arriver à connecter les outils achats internes à des sources de données externes qui sont très hétérogènes et qu'il faut arriver à capter et à remettre dans un seul outil. Alors, il y a des outils qui, eux, font l'agrégation sur le marché, on en voit, ou sinon, il faut faire un outil maison qui permet d'aller chercher les différentes sources. Le second focus pour nous, c'est la partie RSE. Vous comprenez à partir des témoignages, tant sur Air Liquide que sur JC-Deco, que c'est quelque chose qui maintenant est comme un fil rouge pour les décisions. C'est ce qu'on a vu dans les cas qui ont été présentés. Nous, les deux points sur lesquels on souhaite appuyer, c'est du phasing, de la prise en compte de cette dimension RSE, et avec une prise en compte de plus en plus anticipée, et même, on verra avec un cas que présentera Jean-Pierre, dès les phases de design,
pour prendre les décisions qui ont plus d'impact, pour avoir les leviers qui ont plus d'impact, y compris sur des sujets comme le sujet du milieu, qui est le sujet de la circularité et l'utilisation en fin de vie des équipements qu'on a achetés. Et la contribution aussi à la stratégie industrielle et l'intégration de critères RSE dans les arbitrages de make or buy. Donc ça, c'est vraiment le premier, c'est de se dire, réfléchissons très en amont sur ces sujets-là. Et après, le deuxième point qui se pose sur ce sujet-là, RSE, c'est celui de la mesure de l'impact et de se dire comment on va aller mettre un poids sur les décisions qu'on prend, mais qui sont des décisions orientées à... Donc, on a parlé de Scope 3, d'évaluation des tonnes de CO2 émises. Est-ce qu'on garde ces tonnes de CO2 en tonnes de CO2 et on les met en face d'un coût, d'un scoring risque, et on obtient un scoring où on voit certains acteurs qui maintenant décident de mettre un coût sur la tonne de CO2 pour à la fin atterrir à un arbitrage qui se fait totalement en termes d'euros et non plus en euros d'un côté, en tonnes de CO2, en pourcentage d'une autre dimension de l'autre côté. C'est le chemin que certaines entreprises ont choisi de prendre. Mais du coup, ce qu'on propose, c'est de revenir sur le premier point, le Design for Sustainability, avec un cas concret. Alors celui-là, il est intéressant comme cas parce que c'est un des leaders de l'énergie qui a travaillé sur la filière du biométhane, sur un certain nombre d'équipements. La filière du biométhane, hein, c'est l'enjeu annoncé d'ailleurs et piloté par l'État sur le verdissement du gaz de l'île pour insérer finalement, développer une filière de bout en bout depuis les agriculteurs et les industriels à la production des molécules qui sont ensuite injectées dans le réseau. Donc, il y a différents systèmes qui permettent, à différentes étapes du process, qui permettent de faire ça. Et ce qui est assez intéressant dans ce cas-là, c'est la comparaison entre l'analyse TCO d'un côté, on voit ça sur la gauche, où finalement 2/3 du coût, c'est des coûts plutôt de fonctionnement d'APEX, et que le CAPEX ne représente qu'un tiers environ de l'ensemble. Et que dans une approche design to value, on cherche bien sûr à optimiser les architectures, les solutions techniques, les procédés, les process industriels, la mise en œuvre, les opérations sur toute la chaîne de valeur, et que traditionnellement, on a ça allait un peu loin, et qu'on réduit du coup, on a réussi à réduire les coûts de manière significative par rapport à une baseline et qui contribue à cette enjeu-là. On pourrait se dire, ça finalement, en quoi c'est antagoniste ou pas d'une approche sur l'aspect RSE, et la valeur ajoutée là, de l'acheteur à l'époque, ça a été justement de dire, on ne va pas se limiter simplement à maîtriser nos coûts, on va bien considérer l'ensemble de la chaîne de valeur, et par ailleurs, on ne peut pas non plus prétendre développer une filière vertueuse à travers la filière du biométhane et ses enjeux de réduction de manière massive des émissions de CO2, sans nous-mêmes avoir des équipements et des systèmes qui ne sont pas vertueux dans le même domaine. Donc, mesurons ça et évaluons aussi cet impact-là. Et c'est ce qui a été fait à travers ce même modélisation. Et là, ce qui est intéressant, c'est le point inverse, c'est que le ratio s'inverse complètement. C'est-à-dire que le CAPEX, finalement, pèse quasiment pour 2/3 du coût carbone, même 3/4 quasiment du coût carbone. Hein. C'est la partie electricity, là, qui d'un côté que vous voyez, et puis de l'autre côté, vous avez les aciers qui sont les matières premières qui composent les systèmes et les équipements. Ça fait grosso modo 3/4 du coût carbone des émissions, le reste étant lié à la maintenance, à l'exploitation, sur l'impact transport, parce qu'effectivement, il faut se déplacer sur les sites pour faire la maintenance, il faut du matériel et des véhicules pour se déplacer. Alors, on peut y aller en véhicule électrique aussi, évidemment. Et c'était bien l'enjeu. Et cette réflexion-là, combinée, a permis de gagner sur les deux tableaux. Donc, c'est pas antagoniste, en fait. Et c'est pas antagoniste parce que le problème a été correctement posé au départ pour se dire, on doit engager cette réflexion-là, à la fois sur l'optimisation économique qui fait la survie de la filière et par rapport aux filières traditionnelles et qui est impérative, tout en étant vertueux sur le plan. Et ça, voilà un rôle clé qu'a eu l'acheteur CAPEX dans ce cas-là. Voilà.
Et pour conclure, on se dit finalement, on a vu que notre acheteur, il était un peu multiforme là sur ces quatre facettes. Et au retour de ces différents retours d'expérience qui nous ont été présentés, que ce soit à travers Frédéric qui nous a parlé beaucoup de l'acheteur, à la fois sparring partner, mais aussi éclaireur sur l'ensemble du bout en bout de la chaîne de valeur pour éclairer toutes ces dimensions-là. Benoît qui nous a aussi expliqué comment les achats interviennent très en amont des process pour réfléchir à des innovations qui vont contribuer donc une réflexion à la fois stratégique tout en étant sparring partner, sans oublier bien sûr la dimension coût et vision bout en bout des systèmes, ou l'exemple que je viens de citer à l'instant qui est aussi sur cette dimension-là. Donc on voit bien que le jeu de ces facettes est forcément quelque chose d'assez complexe à mettre en œuvre, mais que c'est possible de le faire. Il y a de la preuve, puisque voilà, des organisations performantes l'ont mis en place et ont réussi des beaux challenges à cet effet, avec des résultats spectaculaires, comme on vient de le voir. Ce qui est certain, c'est qu'en termes de compétences, de savoir-faire, d'organisation, ça nécessite d'avoir des modes de fonctionnement qui sont au bon niveau dans l'entreprise, parce que ça veut dire qu'il faut être capable d'arbitrer assez vite à haut niveau, donc et en même temps de discuter avec les opérationnels et de comprendre les enjeux du terrain. Donc c'est forcément une notion d'expérience qui compte aussi là-dedans pour être crédible et efficace dans les propositions et discuter avec ses pairs, être capable de les challenger de manière à propos et aussi j'allais dire s'imposer, mais en tout cas challenger les stakeholders par rapport à des a priori ou des idées préconçues qu'on peut avoir. Et toutes ces démarches concourent finalement à ce que le rôle de l'acheteur devienne un peu l'aiguillon et le coordinateur de tout cet écosystème, qu'il soit en interne au sein des prescripteurs techniques, mais aussi des directions, business, métiers, et des fournisseurs, parce que évidemment tout ça ne se fait pas sans les fournisseurs et les partenariats qui peuvent être noués avec eux. Voilà ce qu'on voulait évoquer avec vous aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est de terminer dans les quelques minutes qui nous restent sur les questions-réponses qu'on va pouvoir faire à partir des éléments qui ont été mis dans le chat. Je pense qu'on peut. On a plusieurs questions sur l'évaluation 360 degrés des fournisseurs, enfin, ou des offres fournisseurs. Je pense qu'on peut, alors, peut-être déjà commencer par Frédéric. Il y avait qui participe à l'évaluation des risques, quelle pondération on applique pour l'évaluation des offres entre la partie risque et reste. D'accord. Alors, l'évaluation des risques, en fait, elle se fait en deux phases. Il y a la première phase qui va dire, pour viser le moyen long terme, c'est plutôt la qualification des fournisseurs pour s'assurer que les fournisseurs avec qui on va travailler vont être les bons fournisseurs. Donc, on a tout un processus de qualification qui va être une analyse technique, donc avec nos experts techniques, mais aussi une analyse plutôt quality system. Donc là, pour voir si le système qualité mis en place tient la route. Et c'est pas l'idée de faire du doublon par rapport à l'ISO, etc., mais c'est voir si nos contraintes matchent avec le système qualité du fournisseur. Et ensuite, une vision un peu plus commerciale, donc bien sûr, analyse financière, dépendance, analyse compliance, donc qui est faite en parallèle. Donc tout ça, ça fait partie du processus de qualification de nos fournisseurs qui rentrent dans la première phase. Et ensuite, il y a une deuxième phase qui va être l'analyse risque projet. Et là, on va avoir donc des personnes de la technique qui vont intervenir, mais aussi l'acheteur qui va devoir s'assurer que ce que nous propose le fournisseur est bien compris d'un point de vue des risques et maîtrisé pour mettre les plans d'action nécessaires. Est-ce qu'il va maintenir le planning? Est-ce qu'il va pouvoir fabriquer parce qu'une technologie est un peu particulière ou pas? Donc, en fait, c'est vraiment deux typologies de risques que l'on suit. Et ça, c'est fait, je dirais, de manière systématique. Et pour revenir sur la partie 360, on a des rendez-vous périodiques avec nos fournisseurs pour à la fois nous leur remonter notre niveau de performance perçu, à la fois achat, mais aussi en fonction des opérations, en fonction des autres stakeholders, c'est pas que les achats. Et le fournisseur lui-même, une vision de ce que Air Liquide est par rapport à lui pour s'assurer qu'on est bien en phase, parce que c'est la manière façon de travailler ensemble pour améliorer la performance globale. Donc vraiment, 3 niveaux, le premier moyen long terme, le deuxième, on va dire plus projet, et ensuite un lesson learned, un feedback par rapport à ce qui se passe. Et il y avait la question de la pondération. Alors la pondération, oui. Alors la pondération, globalement, on va dire que
Alors, ça dépend beaucoup des projets, mais globalement, elle est à peu près de 60%, on va dire, sur la partie TCO. La partie risque, ensuite, c'est à peu près 30%. Et la partie RSE, ça va être 10%. Mais ça, c'est à l'instant T, puisqu'en fait, on a un programme de formation et d'accompagnement de chacun de nos fournisseurs sur la maturité CO2. Et l'objectif, c'est que dans très peu de temps, le 10% RSE passe à peu près à 30% dans l'évaluation globale. Parfait, merci. Et Benoît, peut-être pouvez-vous compléter avec ce que vous pratiquez chez JC Deco Oui, sur alors, on est assez similaire à ce que pratique Frédéric chez Air Liquide sur la partie, j'ai envie de dire d'abord qualification des fournisseurs, ensuite les projets et ensuite des revues régulières. Donc ça, je ne vais pas y revenir. Ensuite, sur la pondération aujourd'hui, nous, à date, ce qu'on sait dire, c'est que typiquement, dans l'évaluation des fournisseurs, les critères ESG représentent 30%. Ensuite, dire que la partie coût, délai représente environ 50%. Et donc, les 20% restants, c'est sur la partie gestion des risques associés aux différents fournisseurs. D'accord, très bien, merci. Alors, il y a une question aussi qui apparaît là plusieurs fois sur finalement comment vos organisations, vous avez accompagné vos acheteurs pour aider à faire en sorte qu'ils aient un certain leadership vis-à-vis des stakeholders, des prescripteurs internes. Comment vous avez fait en sorte que cette collaboration soit efficace et fonctionne finalement? Peut-être Benoît, vous pouvez enchaîner. Oui. Alors aujourd'hui, c'est pas une personne qui a la décision, c'est différentes personnes entre la R&D, entre la qualité, les achats, la supply. On va dire que c'est un consensus, mais on intègre également dans les décisions sourcing la partie business. La partie business, c'est-à-dire qu'en local, il peut y avoir certaines contraintes. Je vais citer aucun nom, mais on a une particularité chez Deco, c'est que parfois on est en ce qu'on appelle en business croisé, c'est-à-dire que certains fournisseurs sont aussi des clients. Et donc, c'est des critères qu'on intègre en fonction des projets et des problématiques locales. Donc, on intègre le business, donc les filiales, les business partners aussi, on leur partage les choix, les recommandations. Et à partir du moment où personne, enfin tout le monde est en phase sur un choix sourcing, à partir de là, on déroule le process, on va dire, de fabrication, de manufacturing. Parfait, merci. Peut-être Frédéric, vous voulez aussi répondre à cette question? Chez Air Liquide, en fait, c'est une fusée un peu à deux étages, on pourrait dire. Il y a la première qui est la vision stratégique, donc à travers la gestion structurée des catégories, à travers les catégories conciles. Donc, en fait, le category manager est en charge de présenter sa stratégie. Cette stratégie sur le moyen long terme est validée par des steerco members qui sont représentés par le management d'Air Liquide. Et ensuite, c'est communiqué à toute l'organisation. Donc ça, c'est le premier étage. Le deuxième étage, c'est projet par projet. On s'assure que cette stratégie est déployée, mise en place. Donc, l'acheteur est au cœur du processus parce qu'il va être en amont des consultations et il va être animateur en fait des consultations pour ensuite présenter le meilleur équilibre entre les besoins spécifiques du projet et la stratégie. Et globalement, c'est un accord en fait se trouve assez rapidement à partir du moment où on est en phase avec la stratégie. Parfait, ben merci beaucoup. Nous arrivons donc au terme là, de notre webinaire. Nous vous remercions beaucoup de votre participation. Vous pourrez retrouver l'ensemble de ce webinaire sur notre chaîne YouTube. Et il me reste à vous souhaiter donc à tous un excellent après-midi et un bon week-end aussi. Et à très bientôt. N'hésitez pas à consulter aussi notre site internet sur lequel vous retrouverez plein de documentation relative à tous ces sujets-là. Merci, au revoir.